Salut Rafik, je suis content de te recevoir. Comment vas-tu? Bah écoute, moi je vais très bien et je suis super content d'être là. Depuis le temps que tu m'en as parlé, j'avais hâte. Et ben voilà, nous y sommes. Ouais. Bon, C'est alors nous, on se super. connaît depuis très longtemps. On a Oui, travaillé ensemble. On a eu des missions ensemble, notamment chez Renault, chez Chanel. Et bah, écoute, je suis ravi de t'accueillir et j'avais envie de parler un petit peu avec toi bah, du métier de coach agile, de nos projets respectifs aussi, de nos approches. Et voilà, donc bah, bienvenue. Est-ce que tu merci. peux te présenter un petit peu? Oula, alors c'est un exercice qui n'est pas évident. J'ai 49 ans, donc bientôt 50, 25 ans dans ce qu'on appelle aujourd'hui la tech. Et depuis peut-être euh, allez, 12-13 ans, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle le coaching en entreprise. Donc accompagner les équipes d'équipe, les managers dans, dans ce qu'on appelle les transformations agiles. Donc voilà. Et j'ai opéré chez plusieurs contextes. On en parlait, Renault, Chanel, il y avait Airbus aussi, et d'autres organisations et d'autres entreprises. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on explique un petit peu en fait ce que c'est que le coaching agile, lean, les transformations agiles. Qu'est-ce que c'est que le coaching en entreprise? Alors, pour expliquer un petit peu hein, pour nos auditeurs, le coaching, ça consiste finalement d'abord à... Il y a plusieurs rôles que peut avoir un coach en entreprise. Il y a un rôle de formateur. On est là pour expliquer en fait aux gens, pour leur faire preuve de pédagogie, leur montrer, leur démontrer finalement des concepts qui peuvent être utiles pour l'entreprise. On a un rôle de facilitateur aussi, c'est-à-dire qu'on va devoir animer des ateliers. Il y a aussi finalement le rôle de consultant. On a quand même des experts de l'organisation des entreprises, du fait d'optimiser les flux de valeur, etc. Et donc on est là pour amener des nouvelles pratiques. Et puis, on est des experts de l'accompagnement au changement. On fait du coaching d'équipe, on fait du coaching individuel aussi. Et donc voilà. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, toi, de ton approche par rapport au coaching ou expliquer tout simplement ce que c'est? D'accord, avec mes mots. Alors, effectivement, ce n'est pas un exercice évident. Moi, je dirais marcher à côté de ses clients pour partir d'un point A à un point B, d'une situation actuelle à une situation désirée. Et effectivement, tu en as parlé, donc il y a une espèce de mojito de plusieurs postures, de plusieurs rôles. Euh, on parle plus de posture adaptative, donc on va en parler par la suite, selon le contexte précis, on n'a pas la même posture en formant un groupe qu'en le coachant, c'est pas du tout le même rapport. Euh, et donc, aider ou accompagner une entreprise à faire différemment, parce que c'est ça le coaching, aider à faire des choses différentes. Et ça, ce n'est pas évident. Donc, sortir de sa zone de confort, que ce soit en collectif ou en individuel, euh, ce n'est pas quelque chose d'évident. Donc, savoir pourquoi on le fait, en avoir conscience, le désir. Et c'est ça, en fait. Et c'est pour ça que notre métier, c'est un voyage. On refait le même voyage avec des clients différents. Donc, au final, c'est pas du tout le même voyage. Et on grandit avec nos clients. On apprend un peu plus. Alors, je rebondis, c'est un peu le principe hein, de mes podcasts. Souvent, on a une discussion et puis moi, bah, je rebondis avec les sciences cognitives, avec l'approche neurocognitive et comportementale, avec un peu moi ce que j'ai pu étudier sur le cerveau. Et c'est intéressant parce que là, dans ce que tu nous décris, on retrouve finalement, quand tu dis c'est difficile finalement le changement, c'est pas évident. Euh, Effectivement, même d'un point de vue cognitif, ça demande des efforts de sortir de ces automatismes. En fait, le cerveau, il a été conçu, il est fait pour être extrêmement efficace et on va dire même il consomme extrêmement peu d'énergie parce que finalement, il a réussi à trouver des raccourcis, des simplifications, des automatismes.
Et donc ces automatismes, ils nous font gagner finalement de l'énergie, ils nous font gagner du temps, ils nous permettent finalement d'avoir des algorithmes qui sont adaptés à un environnement. Et parfois, ces algorithmes ne sont plus adaptés à une situation lorsque c'est une situation Tout à nouvelle, fait, si c'est une tout à fait. situation qui change. Et dans nos environnements extrêmement Ou- complexes, il peut y avoir énormément de changements, il peut y avoir énormément de choses qui bougent. Et finalement, notre métier, c'est un métier aussi qui... Notre enjeu, finalement, c'est de réussir à aider les gens à provoquer ces bascules en mode adaptatif, à être capable finalement d'adapter leurs Tout à algorithmes, fait. de changer leurs pratiques, de changer leurs habitudes. Et ce qui est intéressant, tu parles de désir, eh ben, ça ne touche pas que à la logique, au cognitif, ce n'est pas que de l'argumentation, on va dire, rationnelle. Mm. On est aussi sur quelque chose d'émotionnel, on est aussi sur quelque chose de ressenti, Profondément. parce que le comportement de quelqu'un dépend pas seulement de ce qu'il voudrait consciemment faire, mais aussi de ce qu'il ressent, de ce qu'il est profondément, de ses valeurs, de ses habitudes, de sa culture, etc. Et Ces finalement, expériences, oui. on va travailler là-dessus et donc on cherche, on utilise des techniques qui permettent de travailler à ce niveau-là. Et c'est ça finalement le coaching, je trouve qui est un petit peu différent du consulting, c'est que pour réussir ça, on est obligé d'utiliser certaines pratiques comme la posture basse, on pourra en parler aussi de posture basse, c'est une posture aussi où on laisse de la liberté à l'autre. C'est des techniques qui permettent finalement d'éviter de tourner face à des résistances émotionnelles au changement qui peuvent être plus ou moins logiques, plus ou moins justes. Et finalement, notre travail de coaching, c'est aussi beaucoup sur cet aspect. On utilise beaucoup la posture parce qu'on travaille sur autre chose que simplement de l'argumentation logique. Tout à fait. Moi, en fait, ce que tu dis là résonne chez moi dans le sens euh, où l'une des premières étapes en fait d'un accompagnement, c'est, tu le sais bien, c'est d'accompagner un client. Quand je dis un client, une organisation individuelle, voilà, c'est le client du coaching. Déjà, y voir plus clair et savoir où est-ce qu'il veut aller. Je pense que ça, c'est une grosse étape parce que justement, on pense savoir, mais parfois, avec le questionnement, on découvre des choses, ou même le client en fait, découvre des choses et peut changer d'avis. Donc c'est là où aussi, où ce que tu dis me fait penser, moi aussi, à rebondir sur quelque chose, c'est-à-dire une difficulté que je vis et que les coachs, en tout cas d'organisations professionnelles, vivent, c'est qu'on ne peut pas aller au-delà de ce que souhaite le client. Donc ça touche aussi à la charte de coaching, au respect. Et du coup, même si on pense que effectivement que le client peut aller à un autre point, euh, ça lui appartient. Et du coup, respecter le client ou l'entreprise vers quoi ou elle veut aller, dans ses limites. Et c'est ce que tu es en train de décrire, les peurs, les émotions, euh, donc tout en douceur en fait, et, euh, et accompagner déjà ça dans une première step. Je pense que c'est important de savoir ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. C'est hyper intéressant aussi. Je reviens sur un point très intéressant quand tu disais le client parfois lui-même ne sait pas précisément ce qu'il veut, vers où il veut aller. Et ce qui est intéressant, c'est que ces automatismes, dont en fait, comment fonctionne le cerveau, en fait, il a développé des simplifications. C'est-à-dire qu'il y a des chemins qui sont un petit peu binaires. C'est noir, c'est blanc, c'est un, 0. C'est quelque chose de très, très direct. Et en fait, quand on travaille sur le mode adaptatif, le questionnement qu'on va amener, un des outils pour provoquer la bascule en adaptatif et travailler là-dessus, c'est la nuance. Parce que quand on travaille sur la nuance, quand on travaille sur la précision, finalement, quand on demande au client, mais précisément, qu'est-ce que ça signifie? Quels sont les vrais enjeux? Comment on va pouvoir mesurer ça? Qu'est-ce qui factuellement devrait changer demain si on réussit? Etc., etc. On arrive à poser des nuances, poser des bonnes questions pour que les responsables d'entreprise, ceux qui ont la vision, ceux qui ont la responsabilité aussi de leur entreprise, puissent être aiguillés, trouver les bonnes réponses et finalement préciser le chemin vers lequel ils veulent aller et aussi comment ils veulent y aller, etc. Tout à fait, en sécurité. En sécurité, se sentir rassuré
Tu viens de le dire en posant les bonnes questions. Il y a une question que j'aime bien aussi. C'est dans un changement, je trouve qu'on ne la pose pas assez. C'est qu'est-ce qu'on voudrait voir ne pas changer. On pose effectivement beaucoup de questions sur quelle est la nouvelle situation désirée, etc. En revanche, je pense qu'il est aussi important de sécuriser ce changement-là en se disant, tiens, euh, quels sont les acquis ou quelles sont les choses, les principes ou les faits, ou qu'est-ce qu'on ne veut pas voir changer. Je pense que c'est important aussi de le poser pour sécuriser toute cette conduite de changement, toute cette aventure, je dirais. Euh, que c'est une aventure qui est imprévisible puisque c'est de la complexité dont il s'agit, c'est de l'humain. Euh, voilà, donc c'est une tentative pour un peu sécuriser ce chemin-là et ce voyage-là. C'est marrant parce qu'on retrouve ça aussi dans la gestion des phobies en thérapie comportementale Ah et oui, d'accord, cognitive, ok. TCC. Ce qui est drôle, c'est que finalement, quand on accompagne un traitement d'une phobie, on va essayer finalement d'aider la personne qui a une phobie, par exemple sur les araignées, à petit pouvoir être en contact d'une araignée sans avoir de peur. Alors, au début, c'est impossible pour la personne qui a une phobie des araignées, c'est inimaginable. Et donc, on va commencer simplement par évoquer l'idée d'une araignée. Et ensuite, petit à petit, une fois que la personne se sent vraiment en sécurité avec le sujet, on va lui montrer une image d'une petite araignée vraiment minuscule. Et jusqu'au moment où elle est habituée à ça, elle arrive à se rendre compte finalement émotionnellement que la vision de l'araignée sur une photo n'est pas dangereuse. On va petit à petit l'accompagner pas à pas à progresser finalement vers le fait de finalement chasser cette phobie de l'araignée. Euh, Tant que l'araignée n'est pas dangereuse, parce que finalement, cette phobie, elle n'est pas non plus complètement idiote, hein. À un moment donné, il y a des araignées qui peuvent Ouais, être extrêmement venimeuses, ouais, etc. Et c'est aussi intéressant parce que dans l'accompagnement au changement, c'est important on y va pas à pas avec les personnes qu'on accompagne. Et il y a une raison à ça aussi, c'est que quand on est dans la complexité, qu'on va chambouler finalement un mode de fonctionnement, il faut qu'on puisse ratterrir dans un endroit stable. C'est-à-dire qu'on dit souvent que le changement se fait par saut. Quand on change quelque chose, comme c'est lié à autre chose, par exemple, on va changer les rôles, mais ça va être lié au processus de décision, ça va être lié aux réunions qu'on doit faire, donc ça dépend des personnes qu'on doit inviter, etc. Il y a plusieurs choses qui bougent en même temps. Et quand en fait on change quelque chose, il faut qu'on arrive à pouvoir changer plusieurs choses qui fonctionnent ensemble et ratterrir dans un état stable qui soit sécurisé, qui soit plus performant que l'ancien mode de fonctionnement. Et donc c'est extrêmement important, et tu as raison de le souligner aussi, qu'est-ce qui ne va pas changer. Déjà, il y a aussi un autre truc qui me semble important, c'est quand on arrive dans les entreprises, déjà elles fonctionnent souvent très bien sans nous. On cherche finalement à les aider à aller vers plus de performance ou régler des problèmes humains qu'il peut y avoir ou des difficultés qu'il peut y plus avoir de organisationnelles, robustesse. Ouais. plus de robustesse, plus de résilience, etc. Mais quelque part, on n'est pas là non plus pour leur dire que ce qu'ils font, c'est pas bien, que ce qu'ils faisaient avant, c'était pas correct, hein. Il y a pas de... C'est vraiment ça aussi qui est important, je trouve, dans l'accompagnement. Le respect aussi du travail qui a été accompli, le respect de l'entreprise, le respect des gens qui sont dans l'entreprise. Et finalement, on vient pour les aider à eux faire ce voyage, à eux progresser. Et moi, je trouve que c'est ça aussi qui est passionnant dans la posture de coach. Oui, en, en fait, ça fait émerger des choses et c'est super intéressant. Euh, Moi, là, ce que tu dis m'évoque le fait de s'appuyer sur les forces d'une organisation. Alors, c'est un truc marrant parce que beaucoup d'organisations, beaucoup d'entreprises bah, te disent, OK, bah, on voudrait changer ça ou récemment, on voudrait plus passer vers une entreprise adaptative, une entreprise agile, adaptative, ce qui est une très bonne chose, je pense, hein. C'est justement ramener l'agilité à sa définition, disons, originale, qui est celle dans le dictionnaire, c'est être moins rigide. Et du coup, aujourd'hui, on arrive à comprendre ce complexe, ce point-là, cette définition en se disant, on souhaiterait être une entreprise adaptative et agile parce que le monde dans lequel on vit, il est imprévisible. Dans le monde dans lequel on vit, il est complexe.
sans utiliser des acronymes que tu connais, que euh, le public connaît, hein, VUCA, pour volatile, incertain, complexe et ambigu. Il y en a eu d'autres après. C'est des mots pour décrire le monde dans lequel on vit. Donc aujourd'hui, le fait d'acquérir cette capacité d'être adaptatif ensemble, c'est devenu quelque chose, en tout cas pour les entreprises qui essayent de voir loin, de dire, tiens, ça, il nous le faut aujourd'hui. Et comment on le fait? C'est surtout en se basant sur les forces de l'entreprise. Et j'ai remarqué que les entreprises ont des forces, mm, mais souvent, ce n'est pas visible. On sait qu'un tel est fort là-dessus. On sait que tel service est fort là, sur ce point-là. On sait que telle équipe, elle a cet asset-là. Mais qui a la vision systémique des forces combinées ensemble de l'entreprise? C'est là où je trouve que c'est super intéressant déjà dans le début d'une aventure. Et quand on participe à cette visualisation collective, il y a cette espèce de prise de conscience. Ah, mais je ne savais pas que un tel faisait ça. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir ça. Récemment, chez un client, ah, tiens, je ne savais pas qu'on avait des gens chez nous qui étaient UX, UI, qui pouvaient faire des choses magnifiques. Donc déjà, savoir ensemble, c'est déjà c'est un gros quick-win en tout cas qu'on essaye d'apporter parce que il y a du scepticisme hein, sur le coaching. Donc pour moi, l'un des challenges de notre métier, c'est de pouvoir apporter de la valeur assez rapidement, assez concrètement, avec provocation d'une prise de conscience. Et il y a une phrase on en a parlé beaucoup, c'est la carte n'est pas le territoire. Et du coup, contribuer ou aider l'entreprise à voir le territoire, c'est fort, c'est faible. C'est déjà un asset super important. La carte n'est pas le territoire. C'est très intéressant parce que finalement, carte-territoire, on retrouve aussi cette dualité entre l'adaptatif et l'automatique. J'explique le truc. La carte, c'est la représentation mentale qu'on a d'un territoire. Le territoire est extrêmement complexe. Il y a plein d'aspérités. Un territoire, il y a des cailloux, mais les cailloux, ils bougent. Un territoire, c'est d'une complexité infinie. Si vraiment il fallait cartographier chaque centimètre de la côte, c'est quelque chose qui bouge tout le temps, Ouais. c'est impossible. La carte, elle va simplifier. On va avoir une représentation du monde qui est simplifiée. Et notre cerveau aussi va nous construire une version simplifiée du monde parce que finalement, on doit prendre des décisions rapidement. On est des êtres d'action, on doit prendre des décisions rapidement. Et donc, on a une représentation du monde qui est simplifiée. Et donc, dans ces représentations du monde simplifiées, la vision du monde, la culture, on a des automatismes, ça se fait, ça se fait pas. Comment est-ce qu'on voit la différence entre la carte et le territoire dans le cerveau, entre les automatismes et la réalité? C'est tous ces petits biais cognitifs. Pour ça, moi, je suis passionné par les biais cognitifs. Il y en a plus de 200 répertoriés, parce que c'est des expériences scientifiques où on se rend compte qu'effectivement, là, il y a un bug, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait cohérent avec avec la réalité. On en a plein sur la visualisation. Là, dans notre cerveau nous construit en fait une image de la réalité qui n'est pas la réalité telle qu'elle est, mais qui est une image construite. Et d'où tous ces courants autour du constructivisme et la systémique, l'école de Palo Alto, etc., et qui nous ont aidés finalement à faire le lien entre ces prises de conscience, la carte n'est pas le territoire, et l'accompagnement, le coaching, l'accompagnement au changement, et finalement l'accompagnement des êtres humains pour être plus heureux, pour être plus adaptés. Parce que finalement, c'est encore une fois la même chose, c'est que notre représentation du monde, notre carte, elle n'est pas forcément adaptée exactement à la réalité. Et comme cette réalité, elle est complexe, elle évolue, elle change, il faut parfois mettre à jour ces cartes mentales. Il faut parfois mettre à jour en fait ces modèles pour pouvoir être le plus adapté en fait à l'environnement. Et donc le travail du coaching en entreprise, c'est aussi un travail sur la culture d'entreprise. C'est un travail sur finalement les processus de l'entreprise, toutes ces règles qui sont établies,
tous ces automatismes qu'on a collectivement, de manière à les faire évoluer pour que l'entreprise soit capable de s'adapter à un monde qui change. On le voit avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, par exemple. On le voit avec il peut y avoir des problèmes d'approvisionnement, il peut y avoir les changements climatiques, il peut y avoir des nouvelles réglementations, etc., etc. Changement de comportement. Plein plein de changements aussi qui arrivent dans l'environnement qui font que les entreprises doivent s'adapter. Et nous, on accompagne finalement à ça. Et tu le dis, c'est très important. Le fait d'accompagner un collectif, c'est pas la même chose que d'accompagner un individu, mais on va retrouver aussi des points communs. Je voudrais, Rafik, moi, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est qu'on parle un petit peu d'Infinity, parce que finalement, euh, tu as, t'as créé aussi comme ça un concept. Enfin, tu vas nous en parler, tu vas nous expliquer comment tu le définis et ce que c'est. Mais je pense que il y a une bonne transition parce que finalement, il y a un moment donné où finalement, face à cette prise de conscience, ce besoin d'adaptabilité des entreprises, finalement, toi, tu as apporté aussi une solution. Est-ce que tu peux nous en parler? Avec plaisir. Donc, en fait, je- avant d'aller dans Infinity, très rapidement, ça part d'une histoire. Ça part d'une histoire en 2018, un accompagnement d'un grand compte en télécommunication, notamment Bouygues Télécom, où, tu te dis que le changement tel qu'il est abordé aujourd'hui par le cabinet de coaching, les coachs, etc., à l'époque, euh, je me disais qu'effectivement, il y avait quelque chose qui devait être opéré au niveau du changement, c'est-à-dire changer la façon avec laquelle on aide les entreprises à changer. Parce que il y avait un directeur, une fois, il m'a dit, et je trouvais ça super intéressant, c'est une chose d'arriver au sommet de la montagne, et c'en est une autre d'y rester. Et cette phrase, à l'époque, a bien tourné, en se disant, au-delà d'accompagner une entreprise, une organisation pour arriver à changer, comment faire pour qu'elle-même, elle puisse savoir comment changer avec le temps de manière, je vais le dire, peut-être le mot est fort, de manière perpétuelle. Comment faire pour la mise à jour de la carte dont on vient de parler, que non seulement on les accompagne une première fois pour qu'elles puissent comprendre euh, que la carte n'est pas le territoire et justement avoir une autre vision sur le territoire, comment faire que ça puisse faire tout le temps. Et donc du coup, en gros, pour définir Infinity, l'approche Infinity consiste euh, à installer la capacité d'adaptation au sein d'une organisation. Donc c'est un système d'évolution continue. Au-delà de l'amélioration continue, c'est un système d'évolution continue. Euh, et avec ce système-là, l'organisation, l'entreprise aura la capacité de se régénérer de l'intérieur en se basant sur quelque chose de fondamental. C'est- je viens euh, je viens d'une région où on va en parler, l'adaptation est clé. Et, euh, et du coup, reconnaître le comportement humain, être Ubuntu, hein, c'est se baser sur ce que nous sommes, euh, ça fait une différence et c'est là où on reste au sommet de la montagne. Donc voilà. Je l'ai défini un peu avec des mots savants et sachants, etc. Mais on va rentrer dans le détail. Mais Infinity, c'est ça. C'est doter l'organisation de cette capacité-là d'évolution continue. Euh, on a tous entendu parler du Lean, enfin beaucoup, pour améliorer le système, etc. TPS, Toyota. Et ben là, c'est autre chose. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément, concrètement, si on déploie Infinity dans son entreprise, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un nouveau logiciel? Est-ce que c'est des nouvelles réunions? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire surtout créer des espaces pour le changement, pour l'évolution.
et de les sécuriser. C'est-à-dire, Seth Godin l'a dit, le leadership, c'est cette capacité à doter une entreprise d'une plateforme où les idées innovantes circulent et se diffusent. Et ben Infinity, en fait, permet de créer cette structure-là à l'intérieur de l'organisation de- et de manière sécurisée, donc basée sur les 3 P, permission, protection pour obtenir de la puissance. Donc on crée des espaces à l'intérieur de l'organisation et ces espaces-là sont sécurisés, communiquent entre eux et sont reconnus à l'intérieur de l'organisation. Parce que qu'est-ce qui se passe avec l'amélioration continue? Ça va te faire sourire. En général, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend? J'ai pas le temps, j'ai une urgence. Je devais faire ce chantier-là d'amélioration, mais finalement, mon boss m'a dit non. T'as quelqu'un qui intervient de l'autre côté en disant ouais, ils voient ce changement-là d'un œil pas très sympathique. Bah, du coup, il dit ouais, ouais, non, c'est une mauvaise initiative. Euh, les initiatives volées, les initiatives qui meurent. On connaît tous le syndrome des rétrospectives euh, où on a 50 actions, mais il n'y en a aucune qui est réalisée. Ou juste uniquement sur la tech et pas sur le produit, pas sur le leadership, pas sur le process. On sort avec des actions. Donc, en fait, on appelle ça les angles morts de l'amélioration continue dans les organisations. Et la question qu'on pose, c'est quel est le temps qu'une organisation, qu'une entreprise alloue à son amélioration continue Mhm. et à son évolution continue. Alors, je rebondis rapidement parce que, alors, bon, déjà, une rétrospective, pour ceux qui ne savent pas, donc ça ne vient de Scrum, ça ne vient d'une. La rétrospective, c'est tout simplement une réunion dans laquelle on va réfléchir à comment on pourrait mieux travailler ensemble. Et donc, ça se pratique beaucoup en agile, mais pas que. Et ça fait partie de nos outils de coaching, de groupe et d'équipe, de permettre finalement aux gens de les autoriser, comme tu le disais, sur la permission, dans un environnement sécurisé, pour pouvoir effectivement avoir le droit de changer certaines habitudes et d'y réfléchir collectivement, de manière à ce que ce soit adopté. Autre chose sur laquelle je voudrais réagir, ce qui est intéressant, parce que tu parles de ce que j'appelle l'homéostasie, mais on- sans employer des mots compliqués. Quand quelqu'un refuse une réunion, on a des projets qui avortent, des gens qui disent oui, non, mais on n'a pas le temps, etc. C'est, c'est extrêmement intéressant, il ne faut pas le prendre forcément au premier degré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre dans un premier niveau de langage. Ce qui est dit là, c'est pas forcément euh, une réalité, on va dire, comment dire, c'est pas forcément une question de temps. Parce que les gens, quand on leur dit, ah bah, à ce moment-là, on trouve un créneau où tu as libre, mais les gens vont annuler la réunion au dernier moment, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui font que finalement, bah, c'est pas leur priorité. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils n'en ont pas vraiment envie. Ce qu'il faut comprendre derrière toutes ces excuses qu'on peut trouver pour ne pas changer, c'est que finalement, il n'y a pas eu de bascule émotionnelle, il n'y a pas de réel désir de changer, il n'y a pas de réelle prise de conscience que c'est Hmm. important, que c'est utile. On n'est pas forcément séduit par l'idée. C'est-à-dire qu'on touche à l'émotion. Et parfois, ça sert à rien d'argumenter. C'est un autre niveau qu'il faut travailler. Et, Tout à fait. voilà. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant de percevoir en tant que coach. Mais c'est vrai, pareil, dans les relations avec les gens. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit, bah non, là, il va vous sortir une excuse pour pas venir manger avec vous ou pas venir boire un verre avec vous, il y a peut-être des raisons cachées, des choses qu'il n'a pas envie de dire, qui se peuvent être tout à fait un point de vue émotionnel. Et ça sert à rien de forcer aussi. Faut accepter ça, faut faire avec. L'argumentation, c'est bien d'argumenter, c'est bien d'avoir une argumentation logique quand on veut, par exemple, pousser les gens à adopter une nouvelle pratique, un projet, etc. Il y a un temps pour l'argumentation logique. Mais si ça ne marche pas, il faut savoir lâcher, il faut savoir prendre du recul, il faut savoir l'accepter et peut-être réfléchir à un autre niveau logique, à un autre niveau, le côté émotionnel souvent. Je voudrais rebondir sur deux choses que je n'ai pas détaillées tout à l'heure.
sur cette notion de permission et et de protection. En fait, je vais plutôt appuyer sur le fait que nous sommes des êtres humains différents et nous nous intéressons à des sujets différents. Et le fait de noyer dans la masse l'amélioration continue d'une organisation, c'est ça qui fait, enfin, en tout cas, c'est l'un des facteurs qui font qu'elle n'avance pas. Et justement, pour rebondir sur Infinitis, le fait de se dire on va travailler avec les gens qui en ont vraiment envie. Et ça, c'est le premier P de permission. C'est-à-dire, je me donne la permission euh, de faire quelque chose pour mon entreprise. Je vais utiliser un mot fort, l'amour. Il y a des gens qui aiment avec des pouvoirs différents parce que le rôle du manager, le management, c'est un rôle de pouvoir que confère l'entreprise à quelqu'un. Donc, peu importe, au sein de l'organisation de l'entreprise, il y a des gens qui aiment réellement cette entreprise ou qui aiment réellement aussi leur passion, leur domaine, etc. Donc, c'est le premier P, rassembler les gens autour d'une intention commune, d'un désir commun et les protéger. Donc, le deuxième P des trois P, c'est la protection. Sans la protection, même si j'ai envie de faire quelque chose, je ne le fais pas parce que je pense que c'est dangereux pour moi. Donc, l'être humain a besoin, et je pense que c'est valable pour d'autres espèces vivantes, on a besoin d'une protection pour faire quelque chose. Et ça, je pense que le leadership des entreprises va y gagner, y gagnera à le comprendre. Et c'est des deux, la combinaison des deux, qui va faire en sorte que je fasse quelque chose. Donc, que je fasse quelque chose et que ça se traduise avec le dernier P des trois P, avec la puissance. Et ça, c'est un outil magnifique. En tant que coach, moi, c'est l'un de mes outils préférés. Et tout simplement, c'est l'un des premiers outils que j'utilise dans l'accompagnement. Euh, qui, qui sont les gens qui ont envie de faire quelque chose et sur quoi Bon. Et comment les protéger et comment protéger ce qu'il faut pour obtenir cette puissance. Là, c'est particulièrement révélateur en ANC, en tout cas dans l'approche neurocognitive et comportementale. Déjà, d'utiliser les motivations intrinsèques des gens, leurs talents, les motivations, qu'est-ce qu'ils aiment faire naturellement. Et c'est là, on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait qu'il y a des talents d'entreprise, peut-être sur des activités qui ne sont pas tout à fait alignées avec leur rôle officiel, et qui peuvent avoir du talent, du leadership, sur le fait d'emmener les autres, sur le fait avec des vraies valeurs, etc. Il peut y avoir ce côté stratège, il peut y avoir ce côté finalement logique, etc., etc. Il y a plein de talents qu'ont les gens. Et donc déjà, cette énergie-là, elle est extrêmement précieuse et malheureusement, elle est souvent cassée en entreprise par des règles, par des problématiques de pouvoir, par des problématiques finalement de peur aussi de faire des choses parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur de se faire virer, on a peur d'être mal vu. Il y a plein de mécanismes sociaux dans l'entreprise qui font qu'on peut être complètement restreint. On parle d'impuissance apprise, par exemple, c'est qu'à partir du moment où vous venez avec une nouvelle idée, une fois, deux fois, on vous dit ton idée, elle ne nous intéresse pas, bah, la personne va arrêter de proposer des idées. Et donc, il y a autre chose intéressante par rapport à ça. Où est-ce que je veux en venir? C'est que la protection donc, que tu décris, ça permet aussi de limiter le stress, tout simplement. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre en fonction du cerveau, c'est que quand on est stressé, on n'arrive plus à réfléchir correctement. Quand on est stressé, on réfléchit de manière extrêmement stéréotypée. On réfléchit, on va rentrer dans les cases en fait. On va se protéger, on va rester dans nos automatismes, on va respecter l'image sociale, on va respecter un petit peu les règles, etc., ce qu'on doit faire, etc. Est-ce qu'on comprend des règles? C'est pas toujours vraiment, chacun peut avoir sa perception. Mais pour revenir à ça, on dit que le sentiment d'urgence est important dans le changement. Si c'est un sentiment d'urgence qui nous rappelle que on n'est pas les meilleurs sur Terre, qu'il faut se remettre en question pour progresser, que
on a sans doute des axes d'amélioration. Ça, c'est un sentiment d'urgence qui est positif. Mais si c'est un sentiment d'urgence oppressant, stressant, on a peur de bouger, on a peur de prendre des initiatives, la moindre chose qu'on fait, on va être critiqué parce que ça ne correspond pas à une vision subjective de quelqu'un d'autre, et ben là, on va être complètement bloqué et on bloque les énergies. Et finalement, on se retrouve dans une situation où on manque d'agilité, on manque de souplesse, dans un monde finalement qui, lui, bouge très vite, surtout avec l'arrivée de l'IA, avec des concurrents qui arrivent très vite sur le marché. Et donc, du coup, là, on se retrouve dans des situations où on est en danger, en voulant absolument rester dans les principes sur lesquels qui nous permettaient de survivre dans le passé. Si on reste trop accroché à ça, eh ben, on peut tout simplement disparaître. Alors là, ça nous ramène à l'entreprise agile, l'entreprise adaptative. Alors il y a deux choses fondamentales pour moi. La première, c'est de comprendre le monde dans lequel on évolue et de comprendre que certains mécanismes internes à l'entreprise n'aident pas l'entreprise à naviguer dans ce monde. Et notamment, tu viens de le dire, c'est les silos. Les silos, moi, je les vois comme des prisons, en fait. On a des gens dans des box et ils ne peuvent pas sortir à l'extérieur de ce box-là parce que c'est interdit. Ok, je comprends que l'entreprise elle a besoin de structure pour avancer, ça c'est tout à fait normal. Plus d'ailleurs c'est grand, à partir d'un certain nombre, hein, pour moi c'est super important la structure, mais il ne faut pas non plus qu'on tombe dans le piège de cette structure. Et aujourd'hui, je pense que les silos, j'en ai parlé à Agile en scène dans la conférence comment passer d'une organisation dysfonctionnelle à une entreprise transcendante. Pour moi, il y a des signaux, les chefs qui ne bossent pas ensemble, hein, chacun avec sa paroisse, etc. Pas de vision, un alignement entre la vision et l'exécution qui manque, etc. Et j'ai cité aussi les silos. Donc ça, c'est super important de le comprendre. Et l'autre point qui est important de comprendre, c'est que la sécurité psychologique, pour que les gens se disent les choses. Récemment, j'ai fait une conférence chez un client sur le feedback et, et l'importance de voir la réalité telle qu'elle est et non pas telle qu'on voudrait la voir. Donc, donc comment une entreprise empêche quelqu'un qui détient un certain pouvoir, qui malheureusement avec une certaine toxicité qu'on n'a pas vue, comment on peut l'empêcher de nuire à l'organisation et le tout. Donc, c'est des questions profondes aujourd'hui plus que jamais. Il y a l'IA, mais il y a aussi tous les comportements qui vont avec, générationnels, Z, alpha, et les autres changements géopolitiques, tous les changements qui sont en train d'arriver aujourd'hui. Comment on peut développer une certaine souplesse par rapport à ça. Mhm. J'avais envie de te poser une question. Par rapport à ce que je t'ai livré sur Infinity, alors on n'est pas rentré dans le détail. Donc, pour le détail, infinity-guide.org, je vous invite à y aller. Par rapport à ce que je t'ai livré, qu'est-ce que ça évoque chez toi avec la métadiscipline? Quels sont les points d'alignement, de convergence avec Infinity que tu vois? Alors, la métadiscipline, c'est un bouquin que j'ai écrit justement parce que face à toutes ces difficultés qu'on a en entreprise et pour avoir travaillé depuis 20 ans en entreprise, d'abord en tant que développeur, chef de projet, directeur de projet, etc., puis coach, je me rendais compte qu'il y avait pas mal de problématiques humaines, des problématiques d'accompagnement au changement, de leadership, de motivation, etc., etc. Et je ne trouvais pas finalement de réponse scientifique, de réponse un peu, j'ai envie de dire, objective, et concrète et pratique par rapport à ces problématiques-là. Et donc je me suis mis à faire des recherches, tout simplement. J'ai commencé à lire des bouquins de sciences cognitives, du fonctionnement du cerveau. Ça fait aussi, bon, ça fait 20 ans moi que j'avais des projets autour du cerveau parce que j'étais, bon, déjà je suis passionné par ça, mais aussi parce que j'avais des projets personnels, des projets d'entreprise. Et finalement, ce que j'ai découvert des choses qui tiennent la route. Et finalement, je me suis appuyé là-dessus pour en déduire finalement des
des techniques, des outils qui fonctionnent pour traiter des problématiques en entreprise. Et donc, ce que dans mon livre, j'essaie de partager des choses un peu nouvelles sur le sujet, soit des liens entre disciplines ou bien euh, des outils plus rigoureux qui fonctionnent quand on comprend le fonctionnement du cerveau. Il y a des outils qui fonctionnent mieux que d'autres. Et donc, mon objectif, c'était d'expliquer un petit peu tout ça et de partager en fait mes connaissances. Et c'est ce que je fais aussi avec mes podcasts, avec mes vidéos. Mon objectif, c'est de partager des connaissances. De, moi, je suis passionné par l'humain, par le cerveau, la complexité. Et, euh, et j'aime finalement aussi pouvoir partager ces connaissances. Et puis, je suis ravi d'inviter des gens que j'apprécie aussi, avec qui je peux partager, parce que je trouve que c'est tellement plus sympa quand on est avec quelqu'un et on apprécie. Je trouve qu'il y a une chaleur, il y a une dynamique émotionnelle Réciproquement, mon ami. qui est quand même particulière. Et je trouve c'est aussi ce que j'ai envie de faire avec ces émissions, enfin avec ces rencontres. Je me suis cru à la télévision. Moi, bref. Euh, pour revenir Mon sur ami. donc la métadiscipline, pour répondre à ta question, la métadiscipline, qu'est-ce que ça, le lien par rapport à Infinity ou qu'est-ce que ça pourrait apporter finalement. Ce qui est intéressant, c'est que la métadiscipline va donner des outils qui fonctionnent et Infinity amène la vision, amène les objectifs, amène finalement la gouvernance, amène finalement le cadre, l'autorisation, dans lequel on peut utiliser des outils de la métadiscipline Tout à pour fait. finalement réussir à provoquer cette bascule en adaptatif, en tout cas favoriser, mettre en place toutes les conditions qui vont favoriser les- cette capacité mentale finalement à prendre du recul, à s'adapter, à changer ses habitudes, à pouvoir aussi faire preuve d'assertivité, c'est-à-dire réussir à pouvoir se passer les messages. Et effectivement, la sécurité psychologique, on va dire que c'est un cadre qui va favoriser l'apparition d'un état d'esprit, d'un mode de pensée, d'un mode de fonctionnement Mm. qui est tout à fait favorable à ça. Et donc, quelque part, moi, j'amène des outils, un bagage un peu plus scientifique, on va dire, un peu plus, on va dire, qui tient la route d'un point de vue expérimental, en tout cas, de manière à pouvoir amener l'adaptatif, amener l'adaptation, le changement, tout en respectant les valeurs de chacun et sans manipulation malsaine, mais au contraire, quelque chose qui amène plus de liberté, en fait. J'aimerais que tu nous partages un peu, Rafik, parce que tu as fait quelque chose que je trouve assez exceptionnel. C'est que tu as réussi finalement à embarquer des gens avec toi. Tu as réussi à créer une communauté. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment tu as fait finalement pour construire cette communauté autour d'Infinity? Vaste, vaste question. Alors, oui, mais je dirais que effectivement, en 2024, après une longue pause de Infinity, et après le pivot, que justement, après une discussion avec Bouygues Telecom, on a vu un peu comment que ça va évoluer, et le pivot qui a été opéré sur Infinity, bah, j'ai cru que c'était intéressant justement de le partager avec du monde. C'est là où la conférence en Suisse, en Algérie, à Agile en Seine, et euh, ça a commencé à attirer du monde, et ça a aussi commencé à se dire que il y avait d'autres personnes qui disaient oui, je pense que 70% des, des transformations d'entreprise qui échouent, on peut faire quelque chose. On peut faire en sorte d'être dans les 30 ou même augmenter ce ratio-là. Ça part de là. C'est pas moi, c'est l'idée. Ah. Donc l'idée de Infinity, ce système-là qui permet à une organisation d'évoluer pour longtemps et de se régénérer, ça a capté du monde. Donc ça a parlé au cœur. Et c'est parti de là aussi avec ma compagne, Nimi, qui me soutient à fond là-dessus. Euh, Moi, pour te dire la vérité, on est aussi là pour dire les choses vraies, dans le sens d'ouvrir un peu. Moi, j'avais peur. J'avais peur de relancer la dynamique de la communauté parce que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, ça demande beaucoup de synchronisation, d'alignement, on est des personnes différentes. Voilà,
En plus, c'est un projet intangible comme ça, dans le sens où on parle de l'humain, mais pas sur un produit tech. Alors, on peut accompagner, oui, dans Infinity, on va l'accompagner avec un SaaS, IA, etc. Ça, c'est clair. En revanche, dans l'idée même, relancer une communauté, j'avais peur. Et, euh, et après, j'ai sauté le pas. Donc, le 27 novembre, on a recommencé. Il y a des gens, oui, on est dedans, on y va, on y go. Et c'est comme ça qu'on s'est organisé. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a un beau site et on va en avoir d'autres. Et on s'organise pour justement offrir les formations qu'il faut, l'accompagnement qu'il faut, les conférences qu'il faut. Donc, il y a une prochaine conférence scientifique, l'Académie scientifique RH à Thessaloniki, qui nous reçoit. On a, on a des opportunités, des vraies opportunités. Avec le monde associatif aussi, il y a une grande association qui s'intéresse à Infinity parce que justement, elle veut travailler sa résilience, sa robustesse. Et tout ça, on le fait en équipe. Et c'est pas évident d'être dans les mêmes énergies, avoir les mêmes envies. Euh, c'est dur, hein. C'est pas facile. C'est pas facile de lâcher le bébé, de faire en sorte que on soit auto-organisé, autonome et aligné. C'est un travail qui demande beaucoup de travail. C'est intéressant que tu dis ça, Rafik, parce que là, on voit effectivement l'énergie dont tu parles, cette capacité finalement à sortir de ces automatismes, Mm, ça demande de l'énergie. Et quand on doit s'aligner avec plusieurs personnes, ça veut dire qu'on doit réussir à trouver un chemin commun. tout à fait. Il va falloir qu'on remette en question peut-être certaines croyances qu'on a ou certains automatismes, quels qu'ils soient. Et le fait d'être capable de basculer en mode adaptatif à plusieurs et reconfigurer finalement sa vision du monde et reconfigurer en fait ses croyances et peut-être perdre un petit peu pour, pour gagner à un autre endroit, euh, c'est euh, c'est tout ce travail finalement de bascule collective qui n'est pas évidente. C'est important aussi d'avoir les bonnes personnes, parce que si tu as des gens qui sont trop bloqués, qui n'ont pas cette capacité à basculer, qui n'ont pas cette capacité à s'adapter, qui n'ont pas cette souplesse d'esprit, cette souplesse mentale, pour pouvoir finalement accepter quelque chose qui ne correspond pas à leur idée a priori, eh bien si tu es trop avec des personnes qui sont fermées, qui sont rigides, ça peut être un vrai problème dans un groupe. Et on peut aider les gens à prendre du recul, on peut les aider, il y a des techniques pour ça, mais il y a des gens qui sont particulièrement fermés, quoi, des huîtres hein, mentalement. Et là, ça va être parfois beaucoup d'énergie et beaucoup de temps même perdu pour essayer de travailler avec certaines personnes. Alors c'est quelque chose qui peut paraître un peu dur. Moi, je pense qu'il y a certaines personnes, effectivement, avec lesquelles il ne faut pas travailler. Il faut savoir aussi dire non. Il faut savoir aussi, quelque part, choisir. On ne peut pas accepter tout le monde dans une équipe. Est-ce, qu'est-ce que c'est quelque chose que tu vis, toi? Comment tu le ressens, ça, toi? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, ce que j'ai appris, en tout cas, et c'est un apprentissage personnel. Oui, si on veut aller loin, c'est ensemble, c'est clair. Mais qu'est-ce que ça veut dire très concrètement, bosser en équipe? Il y a un proverbe africain, non, qui dit Oui, ça si tu veux aller vite, bah, tu y vas tout seul, et si tu veux aller loin, bah, tu y vas en tribu. Ensemble, on va loin, et seul on va vite, et ensemble, on va loin. Voilà. D'ailleurs, c'est le proverbe de, de ma petite entreprise euh, qui n'a rien à voir avec le club. Mais bon, pour revenir à la question, être en équipe veut dire surtout, il y en a beaucoup qui te disent je veux bosser en équipe. Mais quand tu leur poses la question, à quoi tu es prêt à renoncer pour être en équipe? C'est là où où ça commence à réfléchir. Alors, il y a des choses qu'il faut éliminer tout de suite. En tout cas, moi, j'y crois pas. Peut-être que on va. C'est-à-dire garder toute son autonomie, sa liberté à 150% dans une équipe, c'est pas possible. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas dans une. Il faut un minimum d'alignement. Il faut un minimum de structure, de règles communes. Donc,
Donc, on a la liberté de dire oui ou non, mais une fois qu'on a dit oui, il faut se stuck to it. Faut le respecter. Donc, à quoi on est prêt à renoncer pour vivre l'aventure commune, pour vivre ce goût-là commun? Il y en a qui te disent, j'en ai rien à faire. Mais ok, c'est ton choix et c'est super. Mais là où on touche, c'est quand on te dit oui, je veux aller en équipe, mais je suis pas prêt à renoncer à quoi que ce soit. Là, c'est une contradiction, hein, nous, des êtres humains, ça fait partie. Mais déjà, moi, c'était le premier enseignement, c'est-à-dire, c'est comme être en couple. Euh, Tu peux pas être en couple et dire, voilà, moi, je veux ma liberté à 100%. En tout cas, moi, c'est pas ma conception. D'accord. Il y a un alignement, il y a un ensemble de règles qu'on peut, voilà, sur lesquelles on se met d'accord. Voilà. Si on ne respectait pas ces règles-là, on ne peut pas vivre en commun. Je donne cet exemple dans la conférence de Infinity. Euh, on ne peut pas vivre dans un monde sans règles. Il y a beaucoup d'agilistes qui disent, ouais, voilà, il faut laisser l'autonomie aux équipes, 100%. Ok, mais il y a un mais. Sans code de la route, on ne peut pas conduire, on ne peut pas vivre en société. Sans des règles de société civile, on ne peut pas. Tu sors dehors, il y a quelqu'un qui te fait une crasse et il te dit, ouais, on ne peut pas. Donc ça, c'est mon plus gros. Ça m'est arrivé. Et l'idée, c'est de créer un système équitable, juste, surtout, avec la justice, qui accueille ceux qui adhèrent et qui invite à ceux qui n'y adhèrent pas au final ou qui se trouvent désalignés de se dire, ah, finalement, c'est pas ma place. Mhm, Sans qu'on ait à lui dire, écoute, tu prends la porte. mhm. Et dans ces règles, finalement, il y a ce côté adaptatif ou ce côté vote ou ce côté. C'est-à-dire que comment tu fais finalement pour que inviter les gens à partir sur quels critères En fait, on crée un système qui accueille, qui décide ensemble, et ceux qui ne sont pas à l'aise avec les décisions du groupe ou la culture du groupe qui est en train de se faire, bah, en fait, soit ils restent, soit ils partent. Par exemple, aujourd'hui, le Club Infinity a décidé que pour des raisons que je ne vais pas, on en a déjà parlé, mais je ne vais pas dire ici, on se dirige vers une entreprise. D'accord. Ça, c'est super important pour porter notre projet, pour lui donner vie, etc. C'est une décision commune. On ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est-à-dire, si tu faisais partie d'un groupe et si voilà, cette décision-là ne te convient pas parce que ça demande beaucoup d'investissement, ou etc., voilà, le groupe, il te dit, voilà, nous, on part là, qu'est-ce que tu fais? Donc, voilà, contenu, tu t'arrêtes, voilà. C'est des invitations, toujours à base d'invitations. Invitation pour rentrer et l'invitation de l'intérieur que tu te dis, ok, moi, je suis plus aligné avec ça. Et tu as le droit, hein. Ouais, ou bien se dire que je dois conjuguer avec les caractères des uns et des autres. Être en équipe, c'est accepter aussi la force et peut-être un peu les défauts de tes coéquipiers. Euh, Nous, on a un proverbe en Algérie qui dit le chameau, le dromadaire, il voit la bosse de son frère. C'est aussi accepter que toi aussi tu as des défauts, qu'on est là pour se parler, pour s'élever ensemble. Donc ceux qui n'ont pas envie de s'élever, c'est une question d'envie, finale. Ils ne peuvent pas être dans une aventure comme ça. Ben, ok, merci. Et alors, et la place du leadership là-dedans, parce que tu as quand même du leadership aussi à un moment donné pour pouvoir embarquer tout le monde comme ça. Et pourtant, dans tes valeurs, dans ton discours, il n'y a pas vraiment ce côté leader dans le sens je suis moi devant les autres. Est-ce que tu peux nous en parler de ça un petit peu? Comment tu le ressens, toi? Alors, le leader, pour moi, c'est pas être moi devant les autres. C'est surtout faire. Et ceux qui se sont inspirés, qui se trouvent de la place à côté pour venir. C'est pour ça que dans Infinity, le club, euh, le leadership, c'est l'affaire de tous. En fait, on est tous des leaders.
Et parce que quand tu prends quelque chose et le lead sur une action, sur un projet, tu dis, bon voilà, moi j'ai envie de faire ça, les gens ils te font confiance et tu te sens responsable vis-à-vis des gens qui, euh, qui t'ont suivi sur ce coup-là. Donc, le leadership, Alors, il n'y a pas de définition pour moi de leadership. Il y a beaucoup de leadership absolu, servant leadership, le host leadership. On parle. Mais voilà. Mais en France, on n'a pas quelque chose qui dit voilà la définition du leadership. D'accord. C'est chacun y va un peu avec sa définition, ce qu'il a. Voilà. Simon Sinek, il dit inspirer les gens ou faire en sorte de faire sortir le leadership chez les autres. Je l'adore, le mec. Euh, Moi, il m'inspire beaucoup. Et, euh, et du coup, c'est quoi au final? Enfin, pour moi, c'est avoir une vision, un cap et y croire et donner envie aux autres d'y aller. Bah, en confiance, c'est ça. Et ce n'est pas une affaire de dirigeant. Pour moi, le leadership, c'est vraiment une compétence euh, que toutes les entreprises ont à travailler et chez tout le monde. Alors, est-ce que tout le monde est fait pour être leader? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'il y en a qui sont nés avec cette capacité, qui n'ont pas besoin de lire des bouquins ou de se former? Oui, il y en a. Et il y a les autres. Il y a aussi qui ont envie, qui ne savent pas. Et là, on peut les accompagner. En tout cas, dans Infinity, on a le Leadership by Infinity, on a un groupe de travail autour de ça. Et l'idée, c'est de diffuser ce leadership-là et de se sentir redevable envers les gens qui te disent je marche avec toi. C'est ça le leadership pour moi. Super intéressant, merci. J'ai envie de rajouter aussi quelque chose par rapport à ça, parce que ça, ce que j'ai pu moi constater autour du leadership aussi, souvent, c'est que il y a un alignement avec les valeurs de l'individu. Il y a finalement on revient sur les motivations intrinsèques, on revient sur qu'est-ce qu'on aime faire naturellement, mais on revient aussi sur sa personnalité de manière beaucoup plus large à travers le leadership. Il y a quelque chose que je trouve intéressant. Il y a plein de styles de leaders différents. Et finalement, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on aime faire naturellement, comment on est naturellement, qu'est-ce qui est important pour nous. Parce que cette vision future, ce qu'on a envie de faire dans le futur, le monde tel qu'on le veut demain, ça dépend beaucoup de nos valeurs, ça dépend beaucoup de ce à quoi on croit, ça dépend beaucoup aussi de nos compétences, de ce qu'on aime faire naturellement. Et finalement, pour moi, le leadership, c'est aussi exister en totale liberté, se diriger vers un but en totale liberté. Et effectivement, je pense qu'à partir de là, quand les gens aussi, dans ce que tu décris aussi, les gens ont la place pour être eux-mêmes en totale liberté, à côté de, à côté de toi, tous ensemble, vers un objectif commun quand même avec des règles, avec finalement on a un but commun, et donc on s'aligne vers un but commun. Et là, je pense qu'on atteint quelque chose autour du leadership qui est extrêmement important et qui, pour moi, est important de communiquer parce que les gens ont tendance à trop voir le leadership comme le côté être le chef. Et en fait, derrière ça, il peut y avoir des problématiques d'autorité, des problématiques de pouvoir. Il peut y avoir aussi des caractéristiques dans la personnalité des gens qui font que ce qu'ils veulent avant tout, c'est le pouvoir, c'est diriger, c'est contrôler, c'est maîtriser. Et je trouve vraiment très éclairante ta définition du leadership et ce que tu as pu amener avec tes valeurs avec Infinity. Parce que finalement, il y a vraiment cette idée tel que je le comprends moi, tel que je le perçois, de liberté d'exister tel qu'on est, tous ensemble, avec nos différences, mais dans un objectif commun. Oui. Donc, c'est- En fait, le pourquoi on est ensemble est super important. Et, euh, et c'est vraiment difficile en fait, hein. Le leadership, moi pour moi, c'est de la même manière que, euh, disons, c'est de l'art. Il n'y a pas de, il y a pas de mode d'emploi. Il y a pas de, il y a une découverte de soi en pratiquant son leadership. En pratiquant son leadership, on sort de son zone de confort. Et moi, c'est une phrase que je dis souvent, en tout cas dans mes accompagnements et aux leaders et aux managers, en tout cas, avec qui je travaille.
C'est que si vous ne vous sentez pas mal à l'aise, c'est que vous n'êtes pas en train de travailler sur votre leadership. C'est une question sur les 7 derniers jours, tiens, pour les auditeurs, celles et ceux qui sont intéressés par le sujet. Sur les 7 derniers jours, à quel moment étiez-vous mal à l'aise, vous avez fait quelque chose de différent et vous avez senti une certaine fierté à la fin de le faire. En fait, pour moi, c'est ça le leadership, c'est travailler sa zone d'inconfort. Et comme ce que tu disais, j'ai pas fait d'accompagnement pour les araignées, mais ce que tu disais, c'est voilà, c'est une petite carte pour se sentir, voilà, c'est vraiment qu'est-ce qui te met mal à l'aise et d'aller au frontal de ce point-là. De, alors, pas avec la personne, bien entendu, mais avec la situation. Mhm. D'accord? Je peux donner des exemples. Hein. Tu es manager, tu as quelqu'un dans l'équipe qui ne respecte pas les règles ou qui, voilà, qui a un certain comportement. Oui, tu peux dire oui, il est comme ci, il est comme ça, il est pas, ouais, il est RH. Mais tu peux aussi faire quelque chose. Mhm. Ouais, c'est intéressant si tu veux cette histoire de la zone de confort, hein, ce que tu décris, parce que euh, effectivement, quand on est dans une situation confortable, on a ses propres automatismes, on a ses algorithmes, sa manière de gérer les choses, et puis finalement, on est dans une zone où on est dans un environnement où tout se passe comme d'habitude. Bon, bah, évidemment, il n'y a rien qui va changer. On applique les mêmes algorithmes sur une situation qui ne change pas, il n'y a rien qui va changer. Et donc, finalement, si on veut qu'il y ait du mouvement, si on veut que les choses évoluent, si on veut, par exemple, performer avec son entreprise, bah, il va falloir prendre des risques, il va falloir sortir un peu de son environnement habituel. Et ça, effectivement, c'est stressant. C'est stressant parce que nos algorithmes habituels, ne sont, nos modes de fonctionnement, nos automatismes cérébraux, ne sont pas adaptés à cette situation nouvelle. Et ça génère du stress. Parce que le cerveau voit que l'environnement est différent, il y a des choses différentes, et nos modes de fonctionnement habituels ne correspondent pas du tout à la situation. Ça peut être le cas, par exemple, vous êtes en voiture, vous prenez le même chemin tous les jours, à un moment donné, il y a un barrage. Ça, vous pouvez avoir du stress simplement parce que vous allez devoir prendre un autre chemin. Et donc, vous changez vos habitudes, et donc, vos automatismes-là ne sont plus alignés. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va avoir besoin d'outils pour basculer en mode adaptatif. Et c'est finalement l'usage de ces outils qui vont permettre à l'individu d'affronter une situation nouvelle, sachant que cette situation nouvelle fait partie des objectifs stratégiques dans le plan pour aller vers plus de Mm. réalisation de l'entreprise ou autre. Ça fait partie des étapes. Et c'est ce qu'on fait quand on fait des conférences. Nous, en tant que coach, on se met en danger quand on fait une conférence ou quand on prend la parole en public, parce qu'à un moment donné, bah, oui, ça peut être stressant le regard des autres. On est devant 100 personnes, Moment de 150 personnes. vulnérabilité, C'est oui. un moment de vulnérabilité, c'est un moment Mm. délicat. Oui. Il peut y avoir on peut avoir, je sais pas, un trou de mémoire, j'en sais rien. Bien. Et voilà, ouais, après on improvise, on s'en fout un peu. Mais, Non, non, mais c'est exactement, mais, c'est exactement ça, ouais. et donc pour finir, et donc ces moments où on se met en tension, on se met un petit peu en danger, finalement on va avoir ces outils pour pouvoir s'adapter. Et une fois qu'on a terminé, on a passé un step et on sait qu'on est capable de le faire. Et donc on va avoir beaucoup plus de sécurité psychologique pour le refaire. Parce que notre cerveau s'est rendu compte que cette expérience n'était pas finalement si dangereuse que ça. Et on a intégré des nouveaux automatismes, on a intégré des nouvelles habitudes. Il y a des choses sur lesquelles on va plus se poser de questions. Et donc, du coup, on est beaucoup plus capable, on a augmenté nos super pouvoirs, on a augmenté nos capacités finalement à gérer des situations nouvelles. Et ça, dans un objectif à long terme qui est celui qu'on vise. Alors, c'est génial. Pour moi, les grandes équipes sont celles qui ont développé des automatismes et des mécanismes pertinents et ils ont cette capacité de les changer. Et c'est pareil pour le leadership. À chaque situation, il y a une question à laquelle j'invite systématiquement les managers, c'est de se poser la question, quelle est ma part de responsabilité, les managers ou les leaders. Et je l'applique sur moi. Ah, c'est très difficile. Chaque situation difficile, par exemple, dans le club, il y en a eu, il y en aura. La première question, c'est quelle est ma part de responsabilité.
je pense que ça, déjà, j'invite vraiment tout le monde à. Ça permet de voir d'autres perspectives, à n'importe quelle situation, y compris privée, hein. Se dire, ah, ok, j'ai une embrouille avec quelqu'un de la famille ou un ami. Ok, quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que moi je pourrais faire autrement? Et ça, c'est une première partie. La deuxième partie, et j'invite, ce que je dis là, je l'applique sur moi et j'invite tout le monde. Enfin, en tout cas, ça marche pour moi, j'espère que ça va marcher pour les autres. C'est aussi d'avoir un miroir. Et j'appelle ça le miroir du leadership. C'est-à-dire dans une situation, dans une organisation, une entreprise, tu es manager, tu es leader. Trouver quelqu'un dans cet environnement-là, ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais qui peut te dire les choses telles qu'elles sont et pas telles que tu souhaites et que toi, de ton côté, que tu puisses encaisser. Ça, je pense que c'est un game changer. Et imagine si tous les CEO, les directeurs, les managers se disaient, OK, je vais demander à chaque situation inconfortable à quelqu'un de se dire, dis-moi, feedback, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de... Qu'est-ce que tu me recommanderais de faire différemment? Ou est-ce que j'ai gaffé ou est-ce que j'ai fait une connerie? Hein. Euh, la dernière fois où tu as vu un PDG demander à un manager ou un chef de projet, lui dire, hey, selon toi, où est-ce que j'ai gaffé? Je pense que c'est rare. Mais je te laisse imaginer, je vous laisse imaginer le, le public aussi, si justement on développait cette capacité de demander l'effet miroir. Je pense que ça, on pourrait gagner beaucoup de choses. En tout cas, c'est le genre de choses qu'on pratique dans le leadership by Infinity, dans le club. Je dis pas qu'on est parfait, loin de là, mais c'est comme le parenting, c'est comme apprendre à être parent. On apprend à le faire, il n'y a pas de recette magique, et on s'adapte, et on apprend, et on avance comme ça, en tout cas. Merci pour, avoir partagé hein, donc cet outil-là, cette idée du miroir. Moi, ça me fait vraiment penser à la posture méta, le côté négatif. Quand on développe une photo, il peut y avoir un négatif qui révèle finalement révèle la photo, c'est-à-dire que c'est à travers le contraste, à travers le regard de l'autre, qu'on arrive à aussi mieux se connaître soi-même. Il y a quand même un point d'attention, c'est que la personne qu'on choisit, de mon point de vue, doit être équipée méthodologiquement, équipée aussi, j'ai envie de dire intellectuellement, et équipée en sciences, comment dire, et doit être équipée aussi en soft skills. C'est-à-dire que euh, c'est pour ça que moi j'utilise des outils d'accompagnement, tels que Profiling par exemple. Donc on avait fait un accompagnement tous les deux avec un test de profil motivationnel. Et je trouve que c'est important d'avoir les bons mots par rapport à ça. Déjà de dire des choses qui soient justes, de pas dire n'importe quoi, juste son opinion, mais qu'on se base sur des outils en fait qui permettent d'avoir une vision assez précise de ce qui va, de ce qui va pas, quand on décrit la personnalité de quelqu'un, que ce soit pas non plus juste une opinion personnelle de quelqu'un qui à un moment donné n'a pas les mêmes valeurs, n'est pas aligné, donc forcément qui va te révéler des choses que lui, qui ne correspondent pas à ses valeurs propres, mais d'être le plus objectif possible, être quand même bienveillant aussi dans le sens où évidemment, savoir enrober les choses. Et je pense que c'est plus pour que ça passe mieux que la personne entende finalement un feedback. On entend beaucoup mieux un feedback quand il est fait par quelqu'un avec qui on a de la confiance, qui vous apprécie, qui vous dit ça pour vous aider, que quelqu'un qui est juste là finalement parce que il a une vision différente du monde et il vous Alors apprécie oui, pas. oui. Merci, Julien de l'avoir précisé parce qu'effectivement, ça pouvait être mal compris. Oui, choisir son miroir, en fait, oui, si tu prends un miroir qui te dit qui est le plus beau, oui, c'est Rafik, ok, ça sert à que dalle, mis à part, mis à part son ego, le caresser dans le sens du poids. Et il y en a, hein. Et je pense qu'il y en a dans les entreprises, ouais, voilà, qui cherchent des... Tu parlais tout à l'heure de biais cognitifs. Je pense que ça va te parler à 2000%.
le biais de confirmation. Je vais chercher quelqu'un qui va confirmer que je n'ai pas fait de conneries. Ou je vais chercher quelqu'un qui va confirmer, qui va me dire que je fais bien les choses. Non, tu fais bien de le dire. Quelqu'un d'honnête ou, ou voilà, un miroir, je dirais. Je sais pas quelqu'un. Un miroir honnête, légitime. Effectivement, on ne va pas demander quelque chose à quelqu'un dont ce n'est pas le. Oui, c'est très difficile. Mais en tout cas, c'est pour ça que, pour revenir au club, c'est pour ça qu'on pose la notion de co-leadership dans le leadership Infinity, c'est-à-dire avoir un mirroring avec un mode de fonctionnement qui permet justement de s'élever. Ça marche pas tout le temps, mais en tout cas, l'intention est là. Alors, je voulais revenir sur un truc parce que il y a quelques temps, on avait fait on avait fait alors c'est pas vraiment un accompagnement, mais c'était plus. Je pense que tu avais cette curiosité Ouais, par rapport au profil en 2 temps. motivationnel. Oui, en 2 temps, ouais. Mm. Je rappelle juste rapidement ce qu'on appelle le profil INC, profil INC. Donc, ça a été développé par l'Institut de neurocognitivisme. C'est une sorte de test de personnalité qui tient la route hein, scientifiquement parce qu'il a été quand même bien conçu par Jacques Fradin, ses équipes, et qui permet de déceler chez quelqu'un son profil motivationnel. Donc c'est une forme de carte, hein. On parlait de la carte et du territoire, c'est une carte, donc c'est une projection de la réalité dans un modèle, hein, donc qui a ses limites, hein, ça reste un modèle, donc ça veut dire que ça ne représente pas toute la complexité de l'être humain, mais c'est une grille de lecture que je trouve, moi, alors, absolument fascinante et extrêmement pertinente pour mieux se connaître soi-même. Moi, je l'ai pratiqué moi-même. J'ai été émerveillé parce que je me suis rendu compte de qui j'étais. J'arrivais à faire de la nuance entre ces différentes tensions que j'avais en moi et de comprendre qui j'étais. Et moi, ça m'a vraiment éclairé. Je trouvais ça extraordinaire. Et donc, du coup, bah, je me suis formé à ça. Puis, j'accompagne des gens. Alors, je le fais plus avec j'avoue, avec des, euh, des gens qui sont vraiment, qui sont demandeurs, qui ont cette curiosité. Je le fais avec des clients aussi. Mais bon, c'est pas le centre de mon activité. Moi, je suis vraiment un coach en entreprise. Mais c'est un outil que j'adore. Et donc, on avait fait ce petit, Oui, tu avais passé ce petit test il yes, y a quelques années. yes. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Et donc, on en avait débriefé ensemble. On a aussi des discussions je dirais, entre coachs, entre amis aussi. Et qu'est-ce que ça a pu, toi, qu'est-ce que tu as pu en tirer? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, ouais, on en avait parlé et je t'avais dit que je te réserve la surprise pour aujourd'hui. Connais-toi toi-même. Sous Lao Tzu, euh, euh, tout le monde en fait y est mis pour, pour justement cette injonction de se connaître. Et ils ont raison. La personne, tu es la personne avec laquelle tu vis le plus longtemps possible, tu côtoies, avec laquelle tu discutes. Donc, se connaître, c'est important. Et donc, c'est ce que ça a permis de faire. Alors, je vais peut-être nuancer. Inconsciemment, donc, tu te souviens, test là où on a parlé du mode adaptatif, ta réaction mais, est restée. Hein. C'était, je te laisserai, je te laisserai la commenter, mais quand effectivement la jauge entre automatisme et donc l'aiguille penchée vers le mode adaptatif, ça m'a confirmé justement ce que je suis au final par rapport à mon histoire, à mon vécu, comment je m'adapte en continu. Et quand tu es né dans un environnement, disons, qui ne te laisse pas un autre choix que d'être dans le mode adaptatif. En tout cas pour moi. Moi, j'ai choisi ma voie en se disant, bon voilà, travailler son adaptabilité, c'est important. Et c'est ce que ça m'a permis de faire. Donc, ton test pour lequel je te remercie, que je recommande beaucoup. Euh, mais comme il vient de le dire, il le réserve à certaines personnes. Donc, je suis un privilégié. Oui, c'était une expérience. C'était 2 heures.
2 heures, ouais. 1h30 de débrief. 1h30 de débrief, on a fait On a dû prendre 2 heures. ouais, 2 heures, ouais. C'était super intéressant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai noté. Et ça m'a réconforté aussi par la suite. C'est-à-dire, sachant que ce modèle-là, ça m'a aidé à comprendre les gens qui ne sont pas sur ce modèle. Il me semble que dans ton profil aussi, bon, il y avait du novateur. Je pense que toi, tu avais ce côté logique, la complexité, etc., qui faisait partie des choses qui te passionnent aussi, hein. Je pense que tu es quelqu'un d'ingénieur, passionné aussi par la logique et par la compréhension en fait, hein, des mécanismes. Effectivement, dans ton profil, il en ressortait cette capacité d'adaptation et, euh, et qui peut être aussi beaucoup lié au... J'ai remarqué personnellement que souvent des gens qui ont beaucoup voyagé ou qui ont eu des parcours de vie où ils ont dû s'adapter à d'autres cultures, finalement, le fait de devoir s'adapter à d'autres environnements, c'est extrêmement enrichissant parce que finalement, on se rend compte à quel point on a des automatismes liés à nos cultures, liés à liés à l'endroit dans lequel on vit ou liés à notre famille, etc. Et le fait de voyager, le fait de devoir même parler une langue étrangère ou parler plusieurs langues, le fait de pouvoir comprendre des nouvelles règles, etc., ça pour moi c'est quelque chose qui est souvent caractéristique des gens qui ont cette intelligence émotionnelle, qui ont cette capacité à prendre du recul, qui ont cette capacité à s'adapter. Parce que tout ça finalement c'est très lié. Après, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Ça ne suffit pas de voyager, et c'est aussi le talent de chacun ou le travail de chacun, les valeurs de chacun et l'expérience. Et puis voilà, la vie, tout ça, c'est extrêmement complexe. C'est pas simple de dire une conséquence une cause à telle conséquence. C'est souvent beaucoup plus complexe. Il y a plein de facteurs qui jouent. Et c'est ça qui est magnifique aussi, qui fait qu'on a chacun une personnalité unique et différente. Dans ton profil, il y a quelque chose qui m'avait aussi, que je trouve intéressant à partager, si tu veux bien. Si tu veux pas, tu me le dis, puis je couperai au montage. Mais ce que j'avais vu, moi, dans ton profil, qui me paraissait aussi intéressant, c'est la notion d'intégration. Alors, je ne sais pas si tu te souviens bien, mais dans ton profil, Pas du tout. voilà, Vas-y, je suis tout oui. dans la gouvernance grégaire, il y a ce qu'on appelle l'intégration. L'intégration, c'est une capacité à faire confiance aux autres a priori. C'est-à-dire que c'est la personne qui a l'intégration va avoir tendance à facilement donner sa confiance à des gens qu'elle ne connaît pas. Et donc l'intégration, c'est aussi quelqu'un qui est au centre du groupe, qui aime le collectif. Il y a ce côté vraiment, dans le groupe, c'est celui qui est le ciment du groupe. Et donc c'est quelqu'un qui va dépenser pas mal d'énergie naturellement pour que les gens soient ensemble, fassent cohésion. Et c'est quelqu'un qui peut avoir aussi parfois, alors le fait de faire confiance aussi facilement, parfois il peut se faire avoir par des gens qui sont malveillants parce que finalement Mm. il peut y avoir aussi ce côté-là. Et moi c'est marrant parce que moi te connaissant, Rafik, en voyant le leadership que tu as aussi à travers cette communauté que tu as créée, j'ai envie de dire un peu naturellement, sans trop comprendre les mécanismes, je dirais, stratégiques ou tactiques qui font que aujourd'hui tu as une communauté. C'est marrant parce que je pense quand on parlait de leadership et de voir à quel point ta personnalité, en fait, on la retrouve dans ton leadership, il y a quelque chose qui est fantastique chez toi, c'est qu'effectivement, tu vas chercher les gens, tu as envie de les voir, tu as envie qu'ils se rassemblent. Tu as vraiment ce côté, finalement, on est une équipe, on est une famille, on est tous ensemble. Et c'est quelque chose qui vraiment, moi, je trouvais très fort dans ta personnalité et c'est jamais ni une qualité ou un défaut. C'est une caractéristique qui a des avantages et des inconvénients. Et moi, je trouvais ça assez particulier chez toi. Et, je, et voilà. Et pour moi, c'est aussi l'occasion d'expliquer un petit peu ce qu'on appelle l'intégration. Et donc, voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que ça te rappelle quelque chose ou pas? Ça me rappelle quelque chose, et oui, on en avait parlé. J'avais écrit un post là-dessus. Effectivement, moi, je pense que la confiance, c'est une base. Alors, ça dépend aussi, je veux pas rentrer dans pourquoi je suis comme ça, parce que je n'en sais rien. Je pense que personne ne sait. Personne ne sait. Mais en tout cas, moi, oui, j'aime faire confiance. En tout cas,
comment ça fonctionne? Je pense que c'est une question d'énergie, de vibe qui se dégage de quelqu'un. Ben, je fais confiance. Et oui, je prends un risque en faisant ça. Oui, bien entendu. C'est-à-dire, pour être trahi ou pour être déçu, bah, il faut faire ceux qui font pas confiance, presque pas d'être trahis ou déçus, puisqu'ils ne font pas confiance. Mais l'idée, c'est d'avoir un équilibre. Et tu imagines si en fait, on fait pas confiance, ben non. On fait confiance, et après, s'il y a quelque chose, on en discute. Si ça se répète, ça se répète. Là, on en tire les conclusions. Mais comme je disais tout à l'heure, l'une des premières conclusions, ou l'une des premières questions, avant de dire conclusion, c'est de se poser la question sur quelle est ma part de responsabilité. Hmm, Donc, par exemple, dans une relation ou autre. hmm, Donc oui, ça me rappelle quelque chose. Ça m'a aidé aussi à me dire, de me poser aussi certaines questions un peu en hmm, amont avant de faire confiance hmm. ou de se dire, j'attends. Bah, peut-être faire confiance, mais sans forcément attendre quelque chose. C'est très difficile à faire. Tu fais confiance, tu donnes, et- mais voilà. Mais de l'autre côté, tu te restreins à ne pas trop attendre pour justement ne pas trop avoir mal, etc. C'est hyper intéressant parce que là, on voit l'intégration, donc la gouvernance grégaire, quelque chose d'émotionnel. Je fais confiance un peu naturellement. Et puis l'adaptatif qui est au-dessus et qui va quand même un peu s'assurer qu'on ne fait pas confiance à n'importe qui, il y a des limites à la confiance qu'on donne et qu'à un moment donné, on a des garde-fous Ouais. qui font que on va pas non plus se lancer dans une relation en équipe ou euh, sans faire quand même un peu attention à bah, le respect de moi-même, le respect de mes valeurs, à faire quand même à être quand même un peu vigilant, tout en gardant cette émotion, ce sentiment de connexion à l'autre, d'envie de faire confiance, etc. Pour que les gens comprennent aussi ce que c'est que l'intégration, ce qui est intéressant, c'est de voir son contraire. Le contraire de l'intégration, c'est ce qu'on appelle la marginalité en ANC. Ah, j'allais dire désintégration. Non, ok. C'est le fait de ne pas faire confiance aux autres a priori. Et donc, c'est la méfiance. Oui. Et c'est des gens qui vont se retrouver plutôt à l'extérieur du groupe. Ça peut être aussi des lanceurs d'alerte ou des gens qui vont se méfier. Ils font pas confiance. On nous ment, on nous raconte. C'est le côté un peu complotiste qu'on va retrouver chez ceux qui ont de la marginalité. Il peut y avoir à des niveaux extrêmes aussi la paranoïa. Hein. Des gens qui vraiment se méfient de tout, on leur ment, on les manipule. Ce que dit l'autre, c'est toujours faux. Euh, et c'est problématique. La gouvernance grégaire, finalement, c'est une émotion qu'on ressent, que ce soit la dominance, la soumission, l'intégration ou la marginalité. C'est toujours une émotion qu'on ressent, c'est toujours quelque chose qu'on perçoit. C'est problématique quand ça prend le dessus sur la logique, sur la rationalité, quand ça prend le dessus sur le factuel. Mm. Encore une fois, c'est de là que viennent pas mal de biais cognitifs. Finalement, c'est quand l'émotion court-circuite la raison. Et quand finalement nos décisions vont être prises sur une base totalement émotionnelle, sans cette capacité de regarder cette émotion avec du recul, de se dire, attention, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que dans le passé, j'ai pas eu des problèmes par rapport à ça? Est-ce qu'il ne faut pas relativiser, prendre du recul avec ça? Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'on me demande là, c'est logique? Est-ce que j'ai raison de signer ce contrat seulement basé sur la confiance? Est-ce que je ne dois pas me faire aider par quelqu'un, d'un juriste qui va peut-être me conseiller par rapport à ça? Et en fait, c'est voilà, c'est tous ces garde-fous, cette prise de recul qui fait qu'on va avoir un peu de qu'on va pouvoir avoir une intelligence émotionnelle. On ressent cette émotion, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la laisse driver ou est-ce qu'on est capable finalement de décider pour soi sur le long terme de manière la plus logique et la plus réaliste possible? Je reviens sur, quand je parle de complotisme, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la marginalité, c'est le fait de ne pas faire confiance a priori, et peu importe un peu le discours ou d'avoir des éléments un peu rationnels, etc., on ne va pas faire confiance. Et donc on va inventer des choses. Le, le, le fait de ne pas faire confiance à tout ce qui est dit dans les médias, c'est pas forcément idiot, hein.
Parce que il y a aussi de la manipulation de la part de certains médias, c'est aussi des machines de communication. Donc le fait d'avoir des lanceurs d'alerte, des gens qui doutent du message on va dire, classique, du De la message masse. de la masse, que l'on entend dans les médias, etc., c'est pas toujours idiot. On a besoin de lanceurs d'alerte dans une société. On a besoin de gens qui ont de l'intégration. On a besoin de gens qui ont de la marginalité. On a besoin de tout, en fait, dans la société. Et ce qui va faire la différence, moi, ce que j'adore, c'est le côté complotiste, par exemple, les platistes. Les gens qui vont se dire, bah, la Terre est plate, on nous ment, etc. C'est une émotion qu'ils ressentent au début, ils n'ont pas confiance, etc. On nous raconte n'importe quoi. Mais moi, ce que j'aime chez certains d'entre eux, c'est quand ils vont faire la démarche de dire, eh ben, je vais le prouver. Et là, ils se confrontent à la réalité. Ils vont faire des expériences. Et c'est génial. Parce que là, c'est une très bonne démarche. On a l'émotion en soi de dire non, on nous ment, etc. C'est pas vrai. Mais ça, à la limite, si on en reste là, ça n'apporte rien. Mais si on va jusqu'à aller faire une enquête, aller essayer de démontrer, trouver des faits, et finalement, on peut très bien, dans le cas d'un journaliste par exemple, c'est son métier, il va aller vérifier les choses. Il peut tomber sur des informations extrêmement pertinentes. Et ce qui est génial avec le platiste qui va faire ses expérimentations, à un moment donné, il va dire ah ben non, en fait, elle est ronde. Et oui, la Terre est ronde. Et il y en a plein qui ont fait ces expériences-là. Mais moi, je trouve ça génial si à la fin, ils sont capables de dire ah ben je me suis trompé. La Terre, en fait, elle est ronde. Et ben, c'est une démarche intellectuelle que je trouve salutaire, que je trouve intéressante. Et donc, derrière le mot complotiste, il y a celui qui va douter de tout le temps, et peu importe qu'on lui amène des faits, et celui qui a un doute, et donc qui a cette émotion, mais qu'est-ce qu'il en fait? Il en fait des expérimentations, il en fait des recherches, il va aller croiser les faits, et du coup, il va se construire une opinion qui, elle, pour le coup, tient la route, et qui peut être effectivement très intéressante parce qu'elle peut apporter un autre angle à partir du moment où elle se base sur du factuel pour pouvoir se forger une conviction. Moi, je fais le parallèle avec ce que tu dis dans les entreprises. Il y a un mot, à chaque fois que je l'entends, ça me fait poser une question. Justement, c'est l'un des mécanismes de coach. C'est, c'est quand il y a quelque chose qui te titille, bah, du coup, c'est quoi la question que tu peux poser? C'est c'est dur, hein. Et quand on me dit on a décidé ou on a voulu ou je pose toujours la question peux-tu préciser le on en question? C'est qui le on? C'est qui? Ouais, non, mais c'est important. En tout cas, pour revenir sur la notion de confiance, pour moi, c'est lié aussi à son historique, ses expériences de vie. Si on est en mode de confiance ou en mode méfiance, voilà. Mais je pense que partir avec un capital confiance et puis par la suite l'ajuster, en tout cas, c'est une stratégie que personnellement, moi, j'ai choisie dans ma vie. C'est, voilà, je parle là-dessus. Si je dois le payer, ah, c'est la vie. Et du coup, en espérant que ce soit pas le coût très cher. Mais là où c'est dur, c'est quand tu dois faire, pas faire des choix, mais quand tes choix impactent d'autres personnes. C'est-à-dire si tu es le seul engagé dans une histoire de confiance, tu te dis, ok, ça n'engage que moi, c'est pas un problème. Mais quand tes choix impactent d'autres, exemple, tu as, euh, tu as confiance en quelqu'un et tu as un recrutement à faire dans une équipe. Et du coup, tu te bases uniquement sur ton avis pour l'insérer dans une équipe. Là, là, c'est autre chose. Là, ton choix va impacter d'autres personnes. Donc, même si toi, tu te dis, je suis en confiance, c'est ma stratégie, c'est mon mode de fonctionnement, et c'est là où tu vas me dire, c'est ton mode adaptatif qui rentre en jeu. Oui, donc il faut savoir quand changer, y compris ce modèle-là, quand il y a d'autres personnes, notamment en jeu, par exemple. C'est toute la prise de recul avec soi-même pour le groupe. Mais déjà, cette intelligence émotionnelle, d'avoir cette conscience de ce qu'on ressent et le poids que ça peut avoir, voilà, c'est ça qui est intéressant à développer, en fait. Cette écoute de soi-même, ce regard sur soi, qu'est-ce que je ressens,
Est-ce que c'est logique ou pas de ressentir ça dans la situation? Est-ce que c'est vraiment bon pour la communauté, pour le groupe, etc. Et c'est là où, quand on fait du recrutement, par exemple, c'est important de ne pas se laisser trop avoir par la séduction d'un Hmm. bon candidat ou d'une bonne candidate, Ouais. et finalement de réussir à clarifier à l'avance quels sont les critères qu'on veut obtenir chez la nouvelle personne la personne qu'on va recruter, et finalement bien clarifier quel est le barème, comment on va mesurer finalement qui correspond ou pas à nos critères, et finalement essayer de faire passer le même test, poser les mêmes questions aux différents candidats, de manière à avoir une grille de lecture qui soit la plus objective possible. Et éviter de se laisser avoir par des biais finalement, ou cette sensibilité qu'on peut avoir avec les uns et les autres, et ce mode aussi de séduction, hein, qui rentre en ligne de compte quand on doit choisir quelqu'un. Et Rafik, j'avais envie de te demander comment est-ce que tu vois, toi, donc l'avenir du coaching en entreprise. Wow, superbe question. Euh, L'avenir du coaching. Alors, une réponse totalement inattendue. Infinity. Je pense qu'aujourd'hui, surtout avec la nouvelle technologie qui est une révolution non, anthropologique pour moi, hein, c'est radicalement, ça va changer et ça changera de manière radicale. Dans le sens où, s'appuyer réellement sur les forces déjà existantes. L'intelligence humaine, c'est-à-dire le capital humain dans les organisations, surtout avec l'IA, deviendra le plus important. C'est-à-dire, l'asset le plus important d'une entreprise, ce sont les gens et la relation. Donc, on parle de systémie, on parle de système complexe. C'est la relation entre ces personnes-là. Donc, le coaching en entreprise, pour vraiment aller vers des entreprises plus agiles, des entreprises adaptatives, c'est-à-dire construire un système adaptatif complexe, où on a de la communication fluide. Comme le dit Sun Tzu, hein, la communication, c'est basé sur les canaux de communication et les signaux de communication. C'est-à-dire mettre en place les bons signaux de communication, les bons canaux de communication, le bon niveau relationnel entre les personnes, savoir ce que c'est qu'une équipe. Il y a beaucoup d'organisations et d'entreprises qui ne savent pas vraiment ce que c'est qu'une équipe. Tu le sais, dans les organisations, on appelle tout et n'importe quoi une équipe. Je pense que tu es d'accord là-dessus. Comprendre ce que c'est qu'une équipe, donc revenir à des notions humaines, pour moi, c'est ça le futur. Le futur, c'est l'intelligence humaine qu'on a dans nos organisations. Les relations entre les personnes, devenir un système adaptatif complexe, savoir s'aligner en étant autonome, un équilibre fin, juste et nuancé. Ouais. Ben, c'est intéressant parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle, elle est capable de produire du texte, elle est capable de produire, hein, du code à partir à partir de data qu'elle a eu en amont, à partir d'un historique, à partir le fait d'avoir la profondeur, un historique sur des expériences similaires passées. Et donc, l'IA n'est pas adaptée pour s'adapter, en fait. Et ce qui différencie vraiment l'intelligence artificielle de l'humain, c'est l'adaptatif, en fait. C'est cette capacité d'adaptation. Et donc, favoriser le mode adaptatif, cette capacité d'évolution, cette capacité de remise en question, l'esprit critique aussi sur ce qui est produit par le code, le fait de revoir aussi ces process pour utiliser complètement l'IA, parce que c'est quand même une révolution technologique, donc on peut difficilement se passer quand on sait bien l'utiliser, tout en faisant attention aussi à ne pas en abuser, parce que ça a quand même un coût écologique et ça a un coût humain, puis ça a il y a plein de risques qui sont associés aussi à l'usage de l'IA. Et néanmoins, on peut pas non plus, on peut pas non plus. C'est difficile de s'en passer parce que ça apporte énormément. Et ce qui va vraiment faire, ouais, ce qui restera en fait forcément, c'est ce que tu dis sur les interactions, l'humain, le fait de réussir à collaborer, à communiquer clairement, à bien se comprendre et à faire attention aussi à ce qu'on fait. On rajoute une couche de complexité avec l'IA. Et ben, va falloir qu'on
qu'on adapte encore plus nos process, qu'on adapte en fait nos modes de fonctionnement en entreprise. Mais il ne faut pas non plus, j'ai envie de dire, faire tout et n'importe quoi et se lancer dans des projets de transformation IA sans prendre la mesure de ce que ça coûte, de ce qui doit déjà être amélioré en interne, les outils, la vétusté de certains outils, par exemple. Il y a plein d'outils extrêmement obsolètes dans les entreprises où on n'a jamais de budget pour les faire évoluer. Par contre, on a du budget pour faire de l'IA. Il y a plein de choses, vraiment, il faut prendre du recul avec tout ça, pas tomber Mm. dans le côté dogmatique un peu de la nouvelle mode, mais prendre du recul. Et moi, je pense qu'il y a un aspect extrêmement important. Il y a un aspect extrêmement important dans l'avenir à prendre en compte, c'est la résilience des entreprises. Et c'est leur capacité à survivre aux crises écologiques et aux crises qu'on va avoir dans le Tout à futur. fait. Et je pense le risque qu'on a avec l'IA, c'est de rajouter une couche de complexité qui va fragiliser en fait les entreprises. Parce qu'en fait, on va devoir encore plus dépendre de technologies complexes avec énormément de coûts, de licences. On voit que les coûts de licence explosent dans les entreprises. Et finalement, revenir à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus basiques, où finalement on arrive à produire des bons services pour les clients, des bons produits, sans trop complexifier les systèmes d'information, je pense que ça peut être aussi une stratégie qui peut être intéressante dans le monde qu'on va avoir dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Et je reviens, moi, quand j'étais plus jeune, je prenais des cours d'aviation. Et ce qu'on apprend en aviation, un avion, un petit avion, les petits Cessna, etc., c'est des avions qui sont très simples d'un point de vue technologique. Pour pouvoir mesurer en fait la vitesse de l'avion, c'est juste une différence de pression entre l'air qui arrive, l'air qui est en dessous. L'altitude, c'est pareil, c'est des différences de pression. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est des choses qui sont très simples. Le gouvernail à l'arrière, c'est juste, il est relié à un câble avec une pédale. C'est des choses qui sont très basiques. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est très basique? Parce que tu limites les risques que ça tombe en panne. Et en fait, à mon avis, il peut y avoir aussi un mouvement, un changement dans les stratégies à long terme des entreprises. C'est de revenir à plus de résilience, à plus de simplicité. Alors, tout à fait, moi je suis tout à fait en phase avec toi. Je voudrais juste rajouter deux choses par rapport à ce que tu viens de dire. C'est que, un, le taux d'échec d'initiative IA, il est semblable, sinon un peu plus, à celui de taux d'échec des transformations. Donc, on oscille entre 70 et 80% de taux d'échec. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Et j'en ai aussi parlé dans l'une de mes confs, c'est refaire une transfo ou même une initiative IA sur des dysfonctionnements déjà existants. C'est comme refaire la peinture sur un mur complètement pourri, qui est complètement moisi, et que voilà, avec l'humidité, il est complètement foutu. Et toi, tu viens, tu mets un petit coup de peinture pour dire, bon, ouais, c'est propre. Donc en fait, non, ça marche pas comme ça. Donc revenir à la simplicité. Mais c'est quoi la simplicité? La simplicité, pour moi, hein, mon point de vue, c'est les relations humaines. Et c'est pour ça que je vais encore prononcer un mot on en a parlé, c'est justement cette capacité de remettre l'humain au centre. Et c'est cette compétence-là qu'on appelle leadership. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous mettez le nom, mais, euh, mais cette capacité à remettre de, de quelque chose de sain entre les relations dans, dans une entreprise, ça, pour moi, c'est la fondation la plus basique. Et, et je pense qu'avec l'IA, paradoxalement, les, les, les entreprises vont comprendre que c'est ce point-là le plus important. Et je rajouterais aussi avec les clients. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Alors, je me rappelle plus qui disait ça, mais oui, le rôle du management, c'est de faire en sorte que les équipiers rencontrent les clients, c'est-à-dire les ramener dans ce qu'on appelle la zone de valeur. Je ne me rappelle plus qui disait ça, mais je trouve ça tellement beau. Oui, le client au centre, mais avant, les équipiers, les gens, les femmes et les hommes qui composent l'entreprise. C'est à eux de s'occuper des clients et pas autre chose. Oui, mais oui.
Ok, eh ben merci Rafik pour ce Merci. moment qu'on a pu partager. J'étais vraiment ravi. Je trouve qu'on a abordé des thématiques diverses voilà, et assez très intéressantes. Bah, écoute, merci tout simplement d'avoir participé. Ah bah, surtout le plaisir et l'honneur est pour moi. Merci de m'avoir invité. C'était super chouette. C'était une première pour moi. Comme ça, en tout cas, c'est top. Merci beaucoup.